Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour, ici Chloé Caron. Bienvenue à la saison 2 de mon podcast Propulsez votre équipe. Épisode 3 aujourd'hui avec Carl Tabak, Managing Director du cabinet McCarthy-Tétrault. On parle de diversité. Puis on parle pas de diversité comme on en parle beaucoup en ce moment sur les quotas qu'on doit avoir dans nos organisations, l'aspect politique de ça. On en parle d'un point de vue d'efficacité, de dynamique d'équipe. De quelle façon avoir une équipe diverse? Puis quand je dis diverse, c'est sur les expériences, les compétences, la formation, évidemment le genre, la culture, nos expériences, notre bagage, vraiment diverse dans sa plus large expression. De quelle façon ça peut nous aider comme organisation et comme leader à propulser notre équipe, à faire en sorte donc que les gens expriment leur plein potentiel et que les équipes aillent encore plus loin, prennent de meilleures décisions et vraiment fassent une différence encore plus grande. Cela dit, j'entends certains d'entre vous me dire « Oui, mais c'est assez challengeant, l'idée une équipe qui est aussi diverse. Est-ce que ça crée pas des conflits? Est-ce que ça crée pas une difficulté d'arriver vers des décisions, un certain consensus? » C'est justement de ça dont on s'entretient avec Carl. Je vous laisse écouter. Je vous retrouve tout de suite après. Carl Tabak, bienvenue. Bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là, Chloé. Nous, on est très excités de t'avoir. Le sujet est un sujet chaud, la diversité. On va y arriver, mais avant de parler de diversité, je veux m'assurer que les gens sachent de qui on parle et à qui on parle. Carl, tu es associé directeur, Région du Québec. Tu es aussi un leader international et stratégie d'affaires chez McCarthy-Tétrault, un cabinet où on s'est rencontrés. On ne dira pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés parce que ça nous vieillirait trop. Puis on veut se garder une belle image. Mais tu es ici parce que toi et moi, on parle de plein de sujets de leadership. On aurait pu parler de plein de sujets au niveau du leadership, mais c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur. Puis je trouvais ta perspective tellement intéressante. C'est la diversité, puis on s'est dit, dans le fond, quand on préparait cet entretien-là, la diversité, c'est la bonne chose à faire, mais c'est aussi la bonne chose économique à faire. Fait que c'est l'angle de notre discussion. Avant de plonger dans le sujet puis d'explorer tout ça, je pense que c'est important pour nos éditeurs qui sachent aussi c'est quoi ton propre parcours. Toi, tu es arrivé dans la ville de Québec. Tu avais quel âge? Écoute, moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans de la Syrie. Et dans ce temps-là, on avait immigré au Canada, arrivé dans la ville de Québec, parce que mes parents j'avais de la famille dans la ville de Québec, mais arrivé à l'été à Québec, parler très, très peu de français, évidemment pas d'anglais du tout, et arrivé dans un milieu complètement nouveau. Et donc, je vous dirais que c'est quelque chose qui fait partie de moi, puis qui a toujours fait partie de moi. Je me souviens exactement de chacun de ces moments-là, donc de l'arrivée, de mes premiers jours à l'école, etc. Donc, et ça a teinté beaucoup ce dont on va discuter. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de diversité, d'inclusion. Je ne veux pas utiliser un mot à la mode, mais c'est sûr qu'on en parle un peu plus qu'on en parlait il y a 10 ans. Ça faisait partie de moi, je vous dirais, dès mon arrivée ici, j'ai senti que j'étais diversité, alors que quand je grandissais en Syrie, je n'étais pas diversité. Puis ça teinte, comme tu dis, toutes tes actions. Puis, tu sais, t'as eu une carrière vraiment, et tu as une carrière vraiment très intéressante, très internationale aussi. D'ailleurs, tu es le lead international au niveau stratégie de ton cabinet. Donc, c'est clair que ça teinte qui tu es dans ton rôle ici au Canada, si on veut, mais aussi dans ce que tu es à même d'amener au niveau mondial. Absolument, absolument. C'est sûr que ça donne un rayonnement, une perspective de l'international qui est unique. Non seulement de mon background, mais également de la carrière que j'ai eue. Donc, le fait que j'ai travaillé pendant 4 ans à Londres, le fait que j'ai travaillé pendant 8 ans au Moyen-Orient, à Dubaï,
d'avoir côtoyé autant de gens qui proviennent de divers milieux, je dirais que la diversité faisait partie un peu de la normalité des choses. C'était très rare pendant toutes ces années-là qu'on s'assoyait autour d'une table de travail, parce qu'il faut se rappeler que dans ce temps-là, on s'assoyait autour de tables de travail encore, mais qu'on s'assoyait autour d'une table de travail et qu'on n'avait pas des personnes qui venaient de milieux différents, de pays différents, de backgrounds différents, de cultures différentes. Et donc ça, cette espèce de bouillonnement-là de culture fait partie de ma vie professionnelle pratiquement la majorité du temps. Puis pas l'enjeu, mais tu le disais tantôt, là, ce sont des termes à la mode, la diversité, l'inclusion, puis c'est fabuleux que ça soit des termes à la mode parce que, dans le fond, ça crée des actions vers plus d'inclusion, vers plus de diversité, mais toi, ton idée, c'est de dire, faut pas que ça soit juste un checklist parce que c'est à la mode, parce qu'on a des quotas comme organisation, parce qu'on se doit de... Toi, tu dis, non, c'est pas juste la bonne chose à faire, c'est la chose économique à faire. Pourquoi tu dis ça? Puis je veux parler plus de McCarthy Tétrault, de notre industrie. On est comme d'ailleurs plusieurs industries, dans l'industrie du talent. On est dans l'industrie de l'intelligence. Nos clients nous paient pour ce qu'on a dans la tête et pour ce qu'on a dans le cœur. Et je pense que tu le dis dans ton livre, Chloé, la diversité, c'est la façon de faire appel à l'intelligence collective. Et moi, c'est de cette façon-là que je vois la force de la diversité au sein de notre organisation. Je pense qu'on on ressort de meilleures idées, on ressort une meilleure intelligence collective par la diversité que si on le faisait sans ça. Et ça ne veut pas dire que je n'y crois pas en tant que bonne chose à faire d'un point de vue, si tu veux, philosophique ou point de vue moral, ça va de soi. Mais je pense que comme chef d'entreprise, comme leader, il faut aussi qu'on y voit l'aspect rentable. Et je trouve que la diversité donne cet aspect de rentabilité-là. Pour moi, ça me paraît évident. Et c'est pour ça que, oui, le sujet est à la mode ces temps-ci, mais je suis bien content qu'il soit à la mode parce qu'il était un peu temps qu'il soit à la mode. Mm-hmm. Ramener, ce que certains disent, de ramener le pendule dans le bon sens. Mais et pourquoi tu dis que c'est la chose rentable? Parce que là, tu as dit, dans le fond, il y a du talent, on fait appel à différents talents, mais qu'est-ce qui fait que concrètement, on est plus rentable quand on fait intervenir différentes vues? Certains pourraient dire, oui, mais des fois, c'est plus complexe parce que, justement, on arrive à des consensus moins facilement. Il faut faire intervenir les gens, il faut les faire intervenir différemment. Donc, comment c'est possible que ça soit, que la meilleure solution sorte de cet échange-là puis de cette intelligence collective? Très bonne question. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je veux dire, aussi loin que les lois de la nature nous disent que c'est par les croisements que les êtres deviennent plus forts. Hein? Si on se reproduisait toujours entre les mêmes espèces, c'est inéluctable qu'on s'en va vers l'extinction. Puis, sans vouloir relire Darwin, là, mais je pense que si on veut simplifier la diversité à sa plus simple expression, ben c'est la force que crée la collision d'idées différentes, de cultures différentes, de backgrounds différents pour un outcome qui est beaucoup plus solide. Donc, pour moi, diversité égale force, diversité égale intelligence, diversité égale performance, diversité égale créativité. Puis ça, c'est toutes les choses qu'on recherche comme entreprise, c'est toutes les choses qu'on recherche comme leader, d'avoir des équipes fortes, des équipes performantes, des équipes créatives, des équipes innovantes. Et donc, si on est capable d'avoir du input qui est plus diversifié, ben c'est certain que l'output va être meilleur. Et les politiques de diversité et d'inclusion, pour moi, c'est simplement des moyens de faire en sorte que le input soit le plus diversifié possible. Je parle souvent de la diversité, c'est une vision de clarté, c'est-à-dire c'est d'être capable d'enlever tous les filtres qui font en sorte que notre vision sur ce que j'appelais tout à l'heure la recherche du cœur et de la tête, tout ce qui vient brouiller
cette vision-là. Puis là, on parle de préjugés inconscients, on parle de stéréotypes, on parle de toutes ces choses-là qui sont conscientes ou inconscientes, là, qui, dans le fond, pour une organisation, qu'est-ce que ça fait? Ça vient simplement brouiller notre capacité à détecter ce que je simplifie en appelant la tête et le cœur, donc le talent et la résilience. Et dans la mesure où on est capable d'avoir des politiques qui font en sorte que cette vision-là devient plus claire, ben là, on agit sur le input et nécessairement, on en obtient un meilleur output. C'est un peu une vision utilitaire, mais quand on est dans une position de leadership, quand on gère une entreprise, je pense que une des choses importantes qu'on fait, c'est de déployer les ressources qu'on a pour atteindre les meilleurs résultats. Et les politiques de diversité au sein des entreprises, ben, faire en sorte qu'on a accès à des meilleures ressources. Puis ça, il ne faut pas être gêné de le dire. Puis dans le fond, tu vois ton rôle comme leader ou tu vois le rôle des leaders qui fait intervenir une équipe diversifiée comme un chef d'orchestre. Comment on fait place à cette diversité-là? Certains diraient que c'est plus facile des fois de gérer une équipe plus uniforme, mais comment tu fais de la place à cette diversité-là? Ouais, c'est intéressant ton parallèle avec un chef d'orchestre. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de parallèles à faire avec un chef d'orchestre. Le premier étant que, comme chef d'orchestre, tu ne peux pas jouer la musique que l'orchestre joue tout seul. Hein. Ça, c'est important de reconnaître ça. Tu peux contrôler la mixité de l'équipe. Tu peux améliorer l'équipe. Tu peux changer la composition de l'orchestre. Mais tu donnes surtout le ton. Tu choisis la partition qui va être jouée. Tu choisis le rythme à laquelle elle va être jouée. Tu inspires les gens à donner de leur mieux, mais en bout de ligne, tu peux pas faire le travail à leur place. Donc, évidemment, tu as le côté de dicter le ton, de donner le ton, donner la direction vers laquelle on s'en va. Mais la diversité se joue beaucoup sur comment tu joues avec l'orchestre. Donc, qui tu places et quel est le bassin de talent auquel tu as accès. Si tu as un bassin non diversifié, évidemment que ton bassin de talent va être beaucoup plus petit que si tu as un bassin de talent beaucoup plus diversifié. Je pense que dans le sport, par exemple, on a compris ça il y a très longtemps. Et on regarde, par exemple, les sports vraiment mondiaux ou globaux comme le soccer, par exemple, et on regarde les meilleures équipes. Je pense que sur 11 joueurs qui sont sur le terrain, ils proviennent de 11 pays différents. Ben, c'est certain que s'ils compétitionnent avec une équipe qui ne recrute que dans un seul de ces pays-là, ben, ils ne jouent pas du tout à armes égales au niveau du recrutement de talent et de la disponibilité de talent. Donc ça, c'est une image un peu là, qui démontre que, dans le fond, ce qu'on fait avec une politique de diversité, c'est juste d'être capable d'avoir accès à un plus grand bassin de talent. Puis si j'étais un chef d'orchestre puis j'avais accès à un bassin de talent mondial, je suis certain que le output serait bien meilleur que si je recrutais seulement dans ma ville. Puis le contexte actuel de la pandémie élargit encore plus, il me semble, les frontières parce que là, ce qui était quelque chose plus local, même national, ben là, tout d'un coup, ton pool de talent, comme tu dis, il vient de s'élargir, à part quelques enjeux de réglementation, là, mais il vient de s'élargir d'un point de vue mondial complètement, là. Alors, on a accès à tout ça, là, maintenant. Oui, absolument. Je pense que t'as raison. Évidemment, on a affaire dans une industrie qui est réglementée. Donc, tu l'as dit, là, évidemment, donc, d'un point de vue plus technique, c'est sûr que le bassin est, à tout le moins, là, de manière, en ce qui a trait des juridictions, de la géographie, il y a une certaine limite inhérente, là. Mais c'est sûr que ça vient augmenter le talent. Maintenant, ceci étant dit, je suis pas encore convaincu à 100% que l'ère de COVID, là, donc l'ère virtuelle dans laquelle on vit va être celle qui va perdurer au-delà de COVID. Je pense que l'être humain va toujours rechercher le contact personnel et dès que ce sera possible, là, on va être bien content de se retrouver. Donc, c'est sûr que l'aspect virtuel va avoir un impact, mais en tout cas, tout le moins pour nous, je le vois pas comme étant, comme on dit en anglais, là, un game changer.
Puis là, je suis curieuse de t'entendre sur la façon dont toi, tu influences ton groupe. Chez McCarthy Tétrault, tu as un rôle national. Comment tu influences ton groupe, voire l'industrie juridique, qui est une industrie, disons-le, quand même assez conservatrice. Comment toi, tu influences cette industrie-là à embrasser encore plus la diversité et l'inclusion, au-delà de ce que tu viens de me dire? C'est quoi les actions concrètes que toi, tu poses pour pouvoir influencer l'industrie? Écoute, c'est sûr que c'est pas des... Il y a ce que moi je peux faire, mais il y a surtout ce que comme cabinet, comme firme, on peut faire, on peut lancer. Puis c'est certain, quand on a décidé de lancer ce qu'on appelle notre programme de priorité à l'inclusion et d'élever toute la notion de diversité, on dit imbriquer les notions de diversité dans toutes les décisions qui sont prises. Et c'est certain que ça a eu un impact. Puis cet impact-là, je dis toujours, au niveau de la diversité, il faut rester humble, il faut être transparent. Humble parce que on en parle depuis plusieurs années. Les résultats s'améliorent, jamais aussi vite qu'on voudrait. Donc, il faut rester humble par rapport à ça. Il faut rester ouvert à des solutions. Il faut être transparent dans ce qu'on fait. Donc, nous, on est transparent dans ce qu'on fait au niveau de, quand on parle d'élever la diversité dans tous les aspects des décisions, que ce soit au niveau de la rémunération, que ce soit au niveau des admissions à la société, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de la manière qu'on projette l'image du cabinet. Chaque décision qui est prise à la table de l'exécutif, il y a un aspect diversité qui est pris en compte. De la même façon que chacune des décisions, il y a un aspect financier qui est pris en compte, il y a un aspect sécurité qui est pris en compte, mais aujourd'hui aussi, il y a un aspect diversité qui est pris en compte. Donc, c'est un indicateur de performance, là, un KPI, qui est tout aussi important pour nous que peuvent l'être les autres ressources. Qu'est-ce que je fais personnellement pour le faire? C'est de mettre en œuvre ça. Mais aussi d'être vocal, puis d'en parler quand le moment se présente, en utilisant mon expérience personnelle, mais en utilisant aussi ce qu'on fait. Parce qu'avoir l'expérience personnelle, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience-là? Je pense que c'est encore plus important. Ton invitation aux leaders qui sont sensibilisés, mais qui pourraient être un petit peu plus proactifs, justement, puis qui pourraient prendre un petit peu plus d'action, ça serait quoi ton call to action si tu avais la chance de... Écoute, je pense qu'aujourd'hui, comme leader, si la diversité fait pas partie de tes priorités, je pense qu'il faut que tu te questionnes, un, sur ta longévité comme leader, mais deux, surtout, sur les opportunités manquées. Je pense que, on dit toujours, avant on disait que c'était pas en croissance, c'était probablement en train de reculer parce que le statu quo n'existe pas. Je pense que si t'as pas la diversité sur ton écran radar, tu n'es pas sur place, tu es en train de reculer parce que les autres, ils l'ont sur leur écran radar et ils sont en train d'avancer là-dessus. Puis on peut conclure là-dessus parce que tu l'as dit tantôt, le collective intelligence, l'intelligence collective, dans le fond, c'est comme si, comme leader, si je t'entends bien, tu te prives de cette intelligence collective-là qui, on peut le présumer, va amener ton organisation, va t'amener toi comme leader puis servir tes clients ultimement encore mieux parce que tu vas plus loin. Dans le fond, c'est ce que tu nous dis. Absolument. Absolument. C'est une ressource, c'est une, en anglais, on dit untapped resources. Donc, c'est une ressource qui est là. Et si tu n'en profites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter. On a parlé de mots à la mode. Là. Je pense que s'il y a une chose que ça fait, ce mot à la mode-là, c'est que ça emmène ce point-là sur l'écran radar de tout le monde. Donc, ça devient un peu un égalisateur à quelque part, mais ça devient également sine qua non. Parce que si tu n'en prends pas compte, c'est clair que tu es en train de prendre du retard. Il y a une isolation qui se fait. Merci, Carl, de ça. J'ai 3 questions que je pose à tous mes invités, peu importe le sujet et les thèmes abordés. T'es prêt pour ces 3 questions-là? Oui.
C'est quoi ta J'espère. plus grande difficulté dans ta carrière de leader? Ça a été quoi ta plus grande difficulté ou c'est quoi présentement ta plus grande difficulté? COVID-19, de loin. De toute ta carrière, oui? Oui. COVID-19, le mois de mars 2020. En fait, non seulement le week-end de ce passage-là, mais à peu près tout ce mois de mars, l'incertitude. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu fais des scénarios qui sont complètement apocalyptiques, mais pour lesquels il n'y a pas de bonne solution. Tu ne sembles pas voir où est la bonne solution. Et tu te retrouves dans une situation où tes repères deviennent très flous. Et donc, puis tout ça, dans une espèce dans pas mal toutes les crises, on est toujours capable de se raccrocher à quelque chose, à une histoire, à une géographie, à un territoire. Là, tout le monde était dans le même bateau. Et on s'en est sorti, là, puis les choses ont progressé. Mais à ce moment-là, c'était quand même assez déstabilisant. Que ça a été quoi tes outils, justement, si tu n'as pas de repères, si c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quoi les outils que tu as utilisés pour passer à travers, même juste ce mois-là, là, le mois de mars? Ça a été deux choses, hein. Puis c'est sûr que on se fait pas mal poser cette question-là depuis la COVID. Je pense que la raison du succès, je me souviens encore, on passait des 12-15 heures en Zoom meeting, les 4 membres de l'équipe de direction, puis à un moment donné, on s'accrochait à ce qu'on avait, puis ce qu'on avait était en nous, c'était nos valeurs. Donc, les valeurs qu'on voulait transmettre, nos valeurs profondes, évidemment personnelles, mais nos valeurs d'entreprise et notre stratégie. Puis je dirais que ça a été pas mal les deux piliers qui ont guidé toutes les actions qui ont été prises, puis tous les paris qu'on a faits. Puis, aujourd'hui, on peut en parler plus facilement parce que on s'en est sorti. Mais en anglais, on dit a leap of faith. Ça prenait quand même un leap of faith, mais il fallait s'accrocher sur ce qu'on croyait vraiment. Puis ça nous a permis de s'accrocher sur nos valeurs puis sur la stratégie qu'on avait mise en place. Comment on reste accroché sur cette stratégie-là? Justement, tu dis it's a leap of faith, mais comment tu gardes le focus sur cette stratégie-là alors que c'est pas si clair au début, là? C'est pas si clair au début. C'est sûr que les circonstances ont aidé. C'est-à-dire, la stratégie, là, on dit souvent, c'est quoi, je pense, peu importe qui t'écoute, c'est entre 60 et 80% des plans stratégiques qui sont pas implantés, mis en œuvre ou implantés. Mais d'un autre côté, si tu n'en fais pas de plan, évidemment, c'est sûr que tu n'as pas de carte routière pour savoir où tu t'en vas. Quand on parle de valeur, quand on parle de stratégie, il faut que ça soit, faut que ça ait un aspect réel de sujet. Prenons un exemple banal. Beaucoup d'entreprises se demandaient, bon, mais qu'est-ce que je fais? La demande a baissé pour mes services ou pour mes produits. Il y a deux façons dans la théorie normale de dealer avec ça. C'est, je baisse mes prix pour pouvoir augmenter la demande. Hein? On peut décider de faire ça avec tout l'impact que ça peut avoir sur la destruction de valeur, sur la destruction du brand, etc. Ou on peut dire, non, moi, je crois en ce que je fais. Je pense qu'on s'en va vers la bonne direction et we're going to stay the course et on va être capable de l'absorber. Donc, ça, c'est deux approches qui peuvent être prises. C'est deux exemples, si tu veux, où you stay true to the strategy et l'autre, tu changes ta stratégie, mais d'une manière, tu changes en fait ta tactique, mais d'une manière qui vient complètement bousiller toute la stratégie de ce que tu as bâti. Je te dis pas que dans des circonstances exceptionnelles comme la COVID, c'est pas quelque chose que parfois tu dois faire. Je te dis juste que dans notre exemple, on a décidé de ne pas le faire. Ça a testé beaucoup le resolve, mais je suis très fier des résultats. Je suis très fier qu'on avait le support pour être capable de faire ça.
t'es devenu qui comme leader ou ça t'a permis de devenir qui comme leader cette année-là, de ce challenge-là? Ouais. Je suis devenu pas mal plus vieux. Je comprends Barack Obama qui a eu les cheveux blancs tout d'un coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas blanc, donc, je suis devenu... Je pense que je vais être beaucoup moins réactif comme leader, mais je vais être un leader, ou je suis aujourd'hui un leader, qui croit fondamentalement au sens des valeurs. Et là-dessus, ça, c'est quelque chose qui va me guider, je pense, pendant tout le reste, non seulement de ma carrière, là, mais de ma vie. C'est-à-dire, ça, c'est probablement la constante qui, dans la vie, ne change pas. Je me faisais dire souvent, la COVID, il n'y a rien qui te prépare à une affaire comme la COVID. Ça, c'est vrai, il n'y a rien qui te prépare à ça. Et donc, s'il n'y a rien pour me préparer à ça, j'espère que je peux me raccrocher sur des affaires certaines. Mes valeurs, c'en est une. Ben, je pense qu'on termine là-dessus. C'était vraiment très inspirant. Merci, Carl. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de toi et de la diversité en général. Et à travers ça, on a entendu plein d'excellents trucs business et de leadership. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Merci. Merci, Chloé. J'espère que vous avez apprécié la conversation qu'on a eue avec Carl parce que vraiment, pour moi, ça fait appel au 2e C de mon modèle des 5 C, de bâtir des conditions gagnantes pour que notre équipe soit efficace, engagée, performante, responsabilisée et plus particulièrement, et ça, vous allez trouver ça à la page 83 de mon livre, les 3 niveaux de confiance. Parce que, évidemment, on n'est pas les seuls responsables du climat de confiance dans notre équipe, c'est sûr. Par ailleurs, puis vous l'avez peut-être vu dans le livre ou m'entendu le dire, le climat qu'on crée comme leader au sein de notre équipe, c'est jusqu'à 70% notre impact. C'est donc dire que plus on est en mesure de nourrir ce climat de confiance-là, plus on est en mesure d'aller chercher ce que moi j'appelle l'intelligence collective. Ça veut dire l'intelligence qui est encore plus forte, la somme de nous tous qui est encore plus forte que chacun d'entre nous. Et c'est ça, d'avoir une équipe diverse. Ça serait vrai aussi pour une équipe un peu moins diverse où on cherche à aller créer un climat de confiance. Puis quand je vous disais qu'il y a différents niveaux, il y a le climat où le présentéisme, où on se dit « oui, je fais partie d'une équipe ». Mais c'est ça. Ça nous amène, prochaine étape de la confiance, à un climat où on se dit « oui, j'ai confiance qu'on peut collaborer, on travaille bien ensemble ». Et le climat le plus fort, qui est le climat de la vérité d'équipe, la vérité d'équipe. Ça veut dire que on est là pour la vérité d'équipe. On est là pour ce qui est plus grand que nous individuellement, nos divisions, nos équipes, nos groupes. On est là pour le succès réel de cette équipe-ci. On sait donc qu'il faut se dire les vraies choses, qu'il faut être vulnérable, qu'il faut faire appel à l'autre, qu'on doit être en désaccord, on doit exprimer là où on est inconfortable. Et c'est la seule façon d'arriver à ce niveau de confiance, de vérité d'équipe pour que chacun d'entre nous, chacun des membres de l'équipe ait sa voix, amène son expertise, amène son expérience, amène son point de vue pour permettre à l'équipe d'aller plus loin, d'avoir une plus grande contribution. Et vous, de quelle façon, comme leader, vous permettez à votre équipe de parler en toute confiance, d'exprimer chacun leur voix et de faire rejaillir cette vérité d'équipe pour une plus grande performance, pour un plus grand engagement de votre équipe? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas à aller sur notre site web ou dans mon livre « Propulser votre équipe ». Et d'ici au prochain podcast ou à notre prochain contact, je vous invite à être inspiré et inspirant comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulser votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulservotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.